On sait que le plastique grignote notre santé, mais à quel point ? Eh bien, à hauteur de 83 millions. 83 millions de quoi, me direz-vous ? Eh bien, réponse dans la première actualité. Sur Mars, un rover a entendu de l'électricité et vous allez même l'entendre parce que oui, l'électricité, ça s'entend. Un robot rigolo capable de se faufiler dans les petits recoins et de ramper et même de nager. C'est la vidéo scientifique du jour. Bonjour Yann. Bonjour Thomas, bienvenue à vous dans cette émission avec Dessy, une émission d'actualité scientifique où on vous parle de science 2 fois par mois, toutes les 2 semaines environ. Et tout au long de l'émission, à chaque fois, on vous propose aussi de deviner notre actualité mystère que l'on révèle à la fin. Et on vous propose alors de deviner le chiffre qui est lié à cette actualité mystère. Et aujourd'hui, ce chiffre, c'est 81%. Et on vous donne un premier indice. Ce pourcentage concerne une partie de la population mondiale et pourrait atteindre 83% d'ici 2050. Oui, et pour les personnes qui nous soutiennent sur Ulule, on vous donne un second indice. Et donc, si vous voulez le savoir, il faudra aller nous soutenir sur Ulule. Ouais. Et on vous donnera la réponse à l'actualité mystère d'ici la fin de l'émission. On poursuit avec l'actualité waouh. Ouais, notre santé est affectée par la présence du plastique, ça on le sait, mais de combien ? Eh bien selon cette étude, on perdrait à l'échelle de la population mondiale 83 millions d'années de vie en bonne santé entre 2016 et 2040, mais pas à cause d'une petite fourchette en plastique, mais plutôt à cause du système plastique dans le monde. Alors le système plastique, ça inclut l'extraction du pétrole et du gaz, la production des plastiques, le transport, le recyclage et la fin de vie, donc incinération, décharge ou brûlage à ciel ouvert. Donc c'est tout le cycle de vie du plastique. Ouais, et cette étude est la première à quantifier l'impact sanitaire global de l'ensemble du cycle de vie du plastique. Et pour mesurer l'impact, les chercheurs ont utilisé un indicateur permettant d'estimer le nombre d'années de vie en bonne santé perdues à cause d'une incapacité ou d'un décès prématuré. Et là, point important, ce n'est pas une étude qui compte des malades un par un, c'est une étude de modélisation globale. C'est-à-dire qu'ils ont compilé des données industrielles, des données environnementales, des données sanitaires, des projections économiques, etc. pour reconstruire un modèle du système plastique mondial et associer à chaque étape du cycle de vie des impacts sanitaires connus. Alors justement, d'où viennent ces impacts ? La première grosse source d'impact, c'est au tout début de la chaîne, environ 80% des impacts en 2016, l'extraction du pétrole et du gaz et la production des plastiques. Parce que ces étapes génèrent des particules fines, des gaz à effet de serre, des substances toxiques, et ces polluants sont connus pour être associés à des maladies cardiovasculaires, respiratoires et une mortalité prématurée. Autrement dit, une grande partie du problème vient de l'air qu'on respire. Deuxième grande source, la fin de vie du plastique cette fois-ci, et notamment l'incinération qui libère des dioxines, des métaux lourds et des particules fines. Et dans certaines régions du monde, le brûlage à ciel ouvert reste très fréquent, avec des impacts sanitaires majeurs. Et donc selon leur modèle, le plastique aurait généré environ 2,1 millions d'années de vie en bonne santé perdues rien qu'en 2016. Dans un scénario business as usual, en bon français, autrement dit, si on continue comme si de rien n'était, comme actuellement, ce chiffre pourrait doubler d'ici 2040 et donc en cumulé sur la période 2016-2040, on arrive au chiffre de 83 millions d'années de vie en bonne santé perdues. Alors attention, ça ne veut pas dire que le plastique cause directement 83 millions de maladies, c'est pas du tout ça. Ouais. Ça veut dire que selon leur modèle, l'ensemble du système plastique contribue à une dégradation massive de la santé à l'échelle mondiale. À noter aussi que les chercheurs soulignent que leur chiffre de 83 millions pourrait être sous-estimé, notamment parce que les effets des microplastiques, des nanoplastiques et de certaines expositions chimiques n'ont pas été intégrés faute de données suffisamment solides encore aujourd'hui. Ouais, bon, maintenant qu'on a fait le tour du portrait, le tour du propriétaire, on sait que la situation n'est pas incroyable, elle n'est pas ouf, clairement. Parlons des solutions, parce que il y en a des solutions. Dans des scénarios avec une politique de réduction de production, de meilleure gestion des déchets, de transition vers d'autres matériaux, on pourrait diminuer de 43% les chiffres annuels de millions d'années de vie perdues selon leurs projections. La solution numéro 1, c'est la réduction de la production, parce qu'un bon déchet est celui qui n'est pas produit, c'est souvent ça qu'on entend. Ah oui, à juste titre d'ailleurs. Ouais. C'est quand même important d'insister sur les limites de l'étude. Vous savez, on aime ça, vous présenter l'étude dans sa globalité. D'abord, c'est un modèle, donc c'est assez facile de surinterpréter. L'analyse se base sur des hypothèses, sur des extrapolations, sur des données parfois incomplètes. Donc, il y a des imperfections dans tout ça. Deuxièmement, les données sanitaires sont très inégales selon les régions. On a beaucoup d'informations en Europe ou en Amérique du Nord.
beaucoup moins ailleurs. Donc certaines estimations globales reposent sur des généralisations, ce qui est obligatoire pour un modèle comme celui-là. Ouais, troisième limite, dans la vraie vie, les gens sont exposés à plein de facteurs en même temps, à la pollution de l'air, aux produits chimiques, au stress, l'alimentation, etc. Donc réussir à démêler la part spécifique du plastique, ça reste extrêmement difficile, ça c'est quand même à garder en tête. Mais malgré ces limites, ce que cette étude apporte est très fort. Aujourd'hui, on ne se demande plus si le plastique est mauvais, mais plutôt à quel point il est mauvais pour la santé. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce papier, c'est surtout que ça montre que le plastique est un problème systémique. C'est pas, c'est pas juste le plastique qu'on a ici, quoi. Exactement, c'est pas un problème de recyclage uniquement, un problème de consommateur uniquement, c'est carrément en fait un problème, c'est tout un système en fait industriel entier de l'extraction, chimie, économie, déchets, santé, en fait tout est connecté et les grands enjeux environnementaux sont rarement des problèmes juste isolés ici et là, tout est connecté encore une fois, c'est très complexe et le plastique en est un exemple vraiment parfait. Donc affaire à suivre, on gardera un peu un œil sur ce qui pourrait éventuellement se passer, l'impact d'une étude comme celle-là, en espérant encore une fois que ça a un impact au niveau politique éventuellement. Ça revient souvent en ce moment. Ouais. Qu'on a besoin de politique pour faire avancer la science et la santé. Sans surprise. Et pour celles et ceux qui nous soutiennent sur Ulule, vous pouvez d'ores et déjà aller voter pour l'image du mois, et c'est celle que l'on développera dans une des émissions du mois d'avril. Donc allez-y et choisissez quel sera le cours de notre émission. On vous propose aussi de deviner notre actualité mystère qu'on révèle à la fin, et on cherche un chiffre, c'est 81%. On vous rappelle le premier indice. Ce pourcentage concerne une partie de la population mondiale et pourrait atteindre 83% d'ici 2050. Mais on ne sait pas encore si c'est beaucoup, puisqu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais exact. peut-être qu'avec le deuxième indice, on va deviner. Ce chiffre a été calculé grâce à des images satellites et une nouvelle méthode qui consiste à découper le territoire. Qu'est-ce que ça pourrait être? Réponse à la fin de l'émission. On poursuit avec l'actualité. C'est intéressant. Et on part sur Mars avec une découverte assez inattendue. Des scientifiques pensent avoir détecté de l'électricité sur la planète rouge. Alors on parle pas d'éclairs comme on pourrait voir sur Terre, mais quelque chose qui s'en rapproche. L'idée que Mars puisse être électriquement actif circule depuis longtemps, mais ça restait quand même très théorique jusqu'à maintenant. Oui, alors l'électricité dont on parle, c'est de l'électricité statique, celle qu'on peut fabriquer simplement en frottant une règle en plastique sur la tête, sur les cheveux, et puis on essaie d'attraper des petits morceaux de papier. Sur ton pull, ça marche? Sur le pull, ça devrait assez bien marcher sur mon pull. Ou c'est aussi quand, tu sais, je flatte mon chat. Parfois, je le flatte un peu trop, puis ça fait clic, 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 clic. Puis elle aime pas ça en général. Elle sent que y a l'électricité entre nous, puis elle est pas contente. Elle aime pas ça, l'électricité. Elle aime pas ça. Moi, c'est l'électricité avec ma portière de voiture, beaucoup aussi. Ah oui, ça c'est tellement... Un grand classique. Oh my god, ça fait tellement mal, ça. Oui. C'est pas douloureux, c'est ça. C'est désagréable. Au moins, ça réveille. Je pense que j'avais pas besoin d'être réveillée comme ça. Vous voulez prendre un bon petit café? Actualité précédente, pour aller voir le... Voilà. Bref, c'est un phénomène dans lequel certains matériaux deviennent chargés électriquement après être entrés en contact. Vous connaissez déjà. Alors sur Terre, pas besoin de chat ou de règles en plastique pour avoir cette fameuse électricité statique. On a les tempêtes de sable qui peuvent produire de l'électricité elles-mêmes. En fait, quand les grains de sable se frottent, eh bien, ils vont se charger électriquement et ces collisions vont générer des champs électriques qui se déchargent au bout d'un moment sous forme d'arcs électriques, des mini-éclairs. Et depuis des décennies, eh bien, les scientifiques se disent si ça fonctionne sur Terre, est-ce que ça marcherait sur Mars? Bah oui. On a la réponse. Parce qu'il y a des tempêtes de sable sur Mars aussi. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que la découverte ne vient pas d'un instrument ultra spécialisé conçu pour mesurer des éclairs ou des arcs électriques martiens. Non, ça vient d'un micro. Ouais, et pas n'importe lequel, celui de l'instrument SuperCam monté sur le rover Perseverance qui explore la planète. Parce qu'une décharge électrique, ce n'est pas seulement de la lumière, c'est aussi un signal électromagnétique et une signature acoustique, donc détectable à travers le microphone. Oui, et au cours de 2 années martiennes, donc l'équivalent de 4 années terrestres, le microphone aurait capté 55 événements à moins de 2 mètres, compatibles avec ce qui ressemblerait à des décharges électriques, avec un signal particulier qu'on vous propose d'écouter maintenant. Alors, un des éléments qui renforce beaucoup leur interprétation, c'est que ces signaux apparaissent souvent en même temps que des Dust Devils, qui sont en fait des mini-tornades
sur Mars, des vortex de poussière qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de haut, on en voit parfois sur les images des rovers, des colonnes fines qui se déplacent lentement à l'horizon, et physiquement, ce sont des environnements parfaits pour générer des charges électriques, parce que tu as des particules qui frottent en permanence, des gradients de température, des flux turbulents, bref, la recette parfaite pour accumuler ce qu'on appelle la triboélectricité. C'est le nom un peu savant pour dire simplement électricité statique. Et ça colle très bien avec les modèles théoriques qui existent depuis longtemps, parce qu'avant cette étude, des simulations prédisaient que Mars pourrait générer des micro-décharges, mais on manquait cruellement de données expérimentales. Et là, pour la première fois, on a des observations in situ, directement depuis la surface martienne. Et c'est important de savoir ça parce que si Mars est électriquement active, ça change beaucoup de choses. D'abord, des décharges électriques peuvent produire des espèces chimiques très réactives et éventuellement détruire les traces de vie ancienne, donc entraver la recherche de traces de vie sur Mars, ce qui serait quand même un petit peu problématique. Et il y a aussi un impact dans les futures missions humaines, parce que l'électricité statique dans un environnement sec et poussiéreux, c'est un cauchemar pour les ingénieurs. Sur la Lune, on a déjà des problèmes avec la poussière électrostatique, ça s'appelle la régolithe d'ailleurs, me semble-t-il. Okay. Et ça colle partout, dans les combinaisons ou encore dans les instruments. Si on les inhale aussi, ça peut causer des problèmes, c'est très irritant. Donc sur Mars, avec une atmosphère plus dense et des tempêtes, ça pourrait encore être plus problématique. Donc ça devra être pris en compte pour la gestion des risques dans la conception du matériel, dans les systèmes électroniques, partout en fait. Et puis on garde aussi en tête que l'instrument n'a pas été conçu pour ça à la base, donc le microphone n'est pas un détecteur d'éclairs, donc il y a forcément des ambiguïtés possibles. Est-ce que c'est un bruit instrumental? Est-ce que ce sont d'autres sources électromagnétiques? Est-ce que ce sont des artefacts? Malgré ses limites, ça reste quand même une des premières indications expérimentales crédibles sur le sujet. Ça nous rappelle que Mars est une planète vivante, dynamique et complexe, et encore pleine de surprises. Cette émission est financée grâce à Stup Media qui nous ont donné une subvention pour 6 épisodes. Donc pendant 3 mois, nous sommes financés pile à la hauteur de nos dépenses. Si vous ne connaissez pas Stup Media, c'est un collectif de journalistes souhaitant assurer l'accès à une information gratuite, sans publicité ni placement de produits. Et on vous met le lien vers leur site web en description. Cela dit, l'idée derrière cette subvention, c'est d'avoir 3 mois de répit financier pour justement vous convaincre de nous soutenir. Parce que leur espoir, et le nôtre aussi quand même un peu, c'est qu'une fois la subvention terminée, on soit indépendant financièrement. Donc d'ailleurs, on vous remercie pour tous les gens qui nous ont soutenus sur Ulule jusqu'à présent. On n'a pas fait des grands retentissements de « ça y est, on a besoin de vous, lancement de la campagne et tout ». On vous en a simplement parlé ici. Et pour l'instant, vous avez vraiment répondu présent. Donc on espère qu'on va continuer à convaincre plein de personnes parmi vous de venir nous rejoindre. On met plein de petits bonus disponibles sur Ulule pour vous donner envie d'être encore un petit peu plus avec nous. On fait un débrief de la vidéo juste après avoir fini d'enregistrer. On vous met des bloopers, comment on appelle ça en français ? Bêtisier. Un bêtisier. Ouais. On vous met le bêtisier et on vous met des photos pour l'actualité du mois sur lesquelles vous pouvez voter. Et puis on vous donne le résumé des autres photos qui n'ont pas été sélectionnées. Ouais. Donc on vous donne plein de petits bonus comme ça et on espère vraiment que ça vous donnera envie de venir nous soutenir. Et si jamais vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, parce que votre santé financière doit passer largement avant la nôtre, partagez. Partagez la vidéo parce qu'il n'y a rien. Vraiment, plus on a de vues, plus on aura de capacité à avoir des personnes qui nous soutiennent financièrement et ça nous fera une énorme différence. Donc partagez la vidéo. Et vraiment, un soutien financier ou un soutien de partage, les deux sont vraiment très importants. Donc on vous remercie par avance. Merci beaucoup. On vous rappelle que tout au long de l'émission, on vous propose aussi de deviner notre actualité mystère du jour. Et aujourd'hui, le mystère, c'est de savoir à quoi correspond ce 81%. Et pour ça, on avait un indice, Thomas. Ouais, ce pourcentage concerne une partie de la population mondiale et pourrait atteindre 83% d'ici 2050. Le deuxième indice ? Ce chiffre a été calculé grâce à des images satellites et une nouvelle méthode qui consiste à découper le territoire. Troisième et dernier indice avant de vous révéler l'actualité. Ce chiffre parle de l'endroit où vivent majoritairement les humains aujourd'hui et il remet en question ce qu'on pensait savoir sur les zones urbaines et rurales. Là, normalement, ça devient très clair. Mais pour en être sûr, il faudra rester jusqu'à l'actualité mystère. Parce que là, on termine avec une autre actualité. Et c'est la vidéo scientifique du mois. Voici Grow
HR, un robot humanoïde capable de se faufiler dans des petits recoins, de ramper et même de nager. Oui, c'est très malin parce que la plupart des robots humanoïdes actuels qu'on voit aujourd'hui reposent sur des cadres rigides. Ça les rend lourds et incapables de changer de taille. À l'inverse, les robots mous, inspirés des plantes ou bio-inspirés, on va dire, manquent souvent de la rigidité nécessaire pour porter des charges. Et ici, les chercheurs ont remplacé les simples colonnes rigides des modèles classiques par une structure capable de grandir, de supporter du poids et d'absorber les chocs. Ouais, donc le robot n'a pas en fait de squelette fixe. À la place, les chercheurs ont décidé d'utiliser 4 liens de croissance en bleu qu'on voit sur la vidéo pour ses cuisses et ses tibias. Chaque lien est une chambre à air en PVC gonflable recouvert d'un tissu non extensible et ce tissu est crucial pour plusieurs raisons parce qu'il permet l'expansion du robot, de démultiplier la rigidité de la structure et également de soulever de lourdes charges. Et pour éviter que le robot ne penche ou ne tombe en grandissant, un système de câbles synchronisé assure que les extrémités des liens restent parfaitement parallèles lors du gonflage. Résultat, un robot de seulement 4,5 kg capable de passer de 50 cm à 1,36 m. Il peut presque tripler sa taille ou bien se compacter pour tenir dans une simple boîte, comme on le voit dans la vidéo. Et il est aussi ultra mobile puisqu'il peut marcher, mais aussi ramper en écartant ses jambes à 180 degrés quand même. Et en combinant l'extension de ses membres et de ses moteurs, il se déplace comme un ver plus de 1000 fois plus vite que s'il utilisait uniquement ses moteurs. Et comme il est essentiellement rempli d'air, il peut flotter, il peut nager, marcher entre guillemets sur l'eau, comme uniquement dans des conditions expérimentales bien spécifiques par contre, et il est tellement mou qu'il est sans danger, donc un enfant peut le serrer dans ses bras, jouer avec et le faire tomber sans rien casser. Donc tout ça avec un gros sourire, c'est quand même assez rigolo, et ça a été publié dans le journal Science Advances. Oui, en voyant cette actualité, ça m'a fait penser à une autre actualité robotique qui n'est pas publiée scientifiquement, mais qui fait quand même beaucoup la une dans beaucoup de journaux. C'est la compagnie Boston Dynamics qui a conçu le robot Atlas, qui lui est beaucoup plus rigide, vous en conviendrez, que celui dont on vient de parler. Et il est très très impressionnant. Donc regardez ces images, Atlas est aujourd'hui capable d'enchaîner une roue et un salto arrière en conservant son équilibre et sans se blesser. C'est vraiment très 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 spectaculaire. C'est une vraie prouesse technique de réussir à maintenir l'équilibre chez un robot aussi rigide et lourd. Alors ça marche pas toujours, on a quelques petits tests où on voit que il tombe finalement, comme nous, ça le rend plus humain peut-être de le voir, échouer. Les humains derrière d'ailleurs qui se moquent du robot qui tombe comme ça, mais bon. L'histoire nous dira s'ils avaient raison. Mais l'entreprise a annoncé que la démonstration de ces pirouettes dans l'air était l'étape finale des tests de ce prototype avant de passer au développement d'une éventuelle version commerciale d'Atlas. Bref, le monde de la robotique est bien actif, avec d'abord cette recherche-là et puis cette version beaucoup plus commerciale, beaucoup plus rigide, qui n'ont pas les mêmes applications quoi qu'il arrive. Est-ce qu'un jour on aura un robot qui va arriver avec des scies pour nous servir un petit café, un truc à boire puis Je n'espère pas. Non ? Ok, parfait. Non. Parce que je ne bois pas de café. Ah. C'est la seule raison. La seule. Et on finit avec notre actualité mystère. C'était 81%. On se demande alors si vous aviez trouvé la réponse chez vous. À quoi correspond ce 81%? Dites-nous en commentaire si vous aviez trouvé. À quoi ça correspondait, Thomas? Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, 81% de la population mondiale vit désormais dans des zones urbaines, un chiffre bien plus élevé que les estimations précédentes, comme celle de 2018 qui parlait d'environ 55%. Alors pourquoi une telle différence? Parce que la méthode de calcul proposée est différente. Dans l'ancienne estimation de 55%, en fait, c'était la façon dont les pays mesuraient cette zone urbaine. Chaque pays donne son taux d'urbanisation avec sa propre façon de définir ce qu'est une zone urbaine, les critères administratifs, les critères économiques, la taille de la population, etc. Donc les définitions dites nationales varient énormément d'un pays à l'autre à travers le monde. C'est pour ça qu'on avait cette différence entre l'ancienne estimation et la nouvelle. C'est pas tant que ça s'est énormément urbanisé dans ces années-là, c'est que là, c'est une nouvelle façon de calculer qui est proposée. Et cette nouvelle méthode s'appelle le degré d'urbanisation. Elle utilise des images satellites pour découper le territoire en une grille standardisée d'environ 1 km². Et elle classe la population selon la densité et la taille des populations, indépendamment des frontières administratives. Donc les villes, c'est très dense, au moins 1500 habitants par km² et au moins
moins 50 000 habitants. Ça représente 45% de la population mondiale. Les agglomérations, c'est une densité intermédiaire, au moins 300 habitants par kilomètre carré et au moins 5 000 habitants. C'est 36% de la population. Et enfin, les zones rurales, des zones à faible densité qui concernent seulement 19% de la population. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette approche ne remplace pas les définitions nationales, mais elle permet en fait pour la première fois de comparer les pays avec une base commune et surtout elle montre que le monde est probablement plus urbanisé qu'on ne le pensait, simplement parce que certaines zones considérées comme rurales avant ont été maintenant reclassées comme zones urbaines. Et petit point important, les anciennes méthodes ne disparaissent pas là, on ne met pas tout à la poubelle, clairement pas. Le rapport permet en fait de comparer directement les deux approches pour montrer comment le choix de définition change les chiffres, et c'est souvent le cas dans des rapports. Dépendamment de comment est-ce que le chiffre a été défini à la base, ça a un impact sur le résultat final. C'est pour ça qu'on s'attelle dans cette émission avec Desi à vous donner les limites, à vous donner des points méthodologiques, parce que c'est ça qui donne la puissance d'un chiffre ou qui dit à quel point est-ce qu'une étude est intéressante ou pas. Si on n'a pas la méthodologie, si on n'a pas les limites, on n'est pas capable de jauger ça. Donc c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas avec Desi. Et toujours se méfier des pourcentages. Toujours se méfier des pourcentages. Souvent ne veulent pas dire grand-chose, et donc il faut du contexte derrière. Toujours. Autre chiffre marquant de ce rapport, le nombre de mégapoles, c'est-à-dire les zones urbaines de 10 millions d'habitants ou plus, a quadruplé en passant de 8 en 1975, à 33 en 2025. Plus de la moitié d'entre elles se trouvent en Asie. Donc on a Jakarta en Indonésie, qui est aujourd'hui la ville la plus peuplée du monde, avec près de 42 millions d'habitants, suivi de Dhaka au Bangladesh, avec 37 millions, et de Tokyo au Japon, avec 33 millions. Et selon les projections, cette tendance, a priori, va continuer. D'ici 2050, environ 83% de la population mondiale pourrait vivre dans des zones urbaines. Alors le rapport souligne l'urgence non pas d'inverser ou d'arrêter l'urbanisation, parce que ce serait clairement impossible de le faire, clairement pas, mais plutôt de mieux la gérer, de rendre les villes plus vivables, plus vertes, plus accueillantes pour assurer le bien-être de la population et lutter en parallèle contre les changements climatiques. C'est d'ailleurs le 11e objectif de développement durable des Nations Unies. Et petit rappel, on approche, petit fun fact, les 8,3 milliards d'individus sur cette planète, ça en fait du monde. Donc ça donne une idée un peu de l'ampleur des défis urbains que cela représente. En tout cas, affaire à suivre. Mais je trouve que c'est le 8,3 milliards. Je l'ai vérifié, puis je me suis dit, attendez, on a déjà passé les 8 milliards, mais il me semble que j'avais loupé cette coche. J'étais arrêté à 7 dans ma tête. Okay. Mais tu vois, je me dis 8,3 milliards, et pour autant, il n'y a qu'une seule émission d'actualité scientifique qui soit aussi bonne que la nôtre. Ouais. C'est fou quand même. Imagine si on avait 8 milliards de donateurs sur Ulule. L'émission serait haute. Ah ouais. On serait dans un studio un petit peu plus grand. La caméra ne surchaufferait pas toutes les 3 secondes. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? On aurait d'autres gens qui travailleraient avec nous. C'est vrai, on aurait encore plus d'actualité. Ouais. On aurait plus d'actualité. On serait en quotidienne peut-être. Oh shit, en quotidienne carrément. Ça deviendrait ça deviendrait une émission télé, quoi. Ouais. Version YouTube. Voilà. On n'y est pas. Et tu sais quoi ? C'est peut-être mieux qu'on y soit pas. C'est peut-être mieux comme ça, oui. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais. On espère que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, ça nous intéresse particulièrement, notamment sur nos ambitions de devenir une émission de télé. Pas du tout. N'hésitez pas à nous soutenir également. Cette émission ne dépend que de vous, vous l'aurez compris. Et partagez, s'il vous plaît. On vous laisse avec 3 choses à aller voir. La dernière vidéo de Syllabus qui parle de l'impesanteur et qui est vraiment très cool. Allez la voir parce que l'algorithme a décidé que vous n'alliez pas la voir. Elle est bien. Notre dernière émission d'actualité scientifique où on parle des effets potentiellement protecteurs du café, de l'impact du bruit sur la vie des oiseaux et de comment du lichen peut aider la détection des fossiles de dinosaures. Super intéressant. Et bien sûr, 3 matins par semaine, venez voir les lives d'actualité scientifique de Thomas sur Twitch, sur sa chaîne Science à la carte. On vous dit merci et on vous écoute en commentaire parce qu'on les lit tous les commentaires. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye. On va peut-être revenir rapidement sur l'actualité 2 qu'on avait sur Mars. Les titres sont très accrocheurs. Souvent, c'est comme des éclairs ont été détectés sur Mars. Mais en fait, quand on lit l'actualité, d'ailleurs, on vous l'a bien précisé là, c'était un peu entre les lignes qu'il fallait le dire, mais on vous a bien dit qu'en fait, ce ne sont pas des éclairs qu'on voit sur Mars, qu'on entend sur Mars. Ce sont des